Mardi 5 mars 2019, merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce 19h. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, s'est rendu à Djallakoroba où il a tenu une grande soirée de prêche le samedi 2 mars 2019. Retour sur les temps forts avec Marietou Diallo. Les populations de Djallakoroba, Sanankoroba et villages environnants ont réservé un accueil digne des grands jours au guide spirituel des Ansar, à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le guide Cherif Aïdara chez nous. Moi, c'est ma première fois qu'en tant que sous-préfet, je suis en train d'accueillir un guide comme ça. Donc, je suis très heureux vraiment de l'accueillir ici chez nous à Djallakoroba. Bon, en fait, par rapport à la visite du guide spirituel à Seyd Cherif Ousmane Aïdara, en fait, ma satisfaction est totale. Il vient d'animer en fait une soirée de prêche où en fait on a eu en fait une pleine satisfaction. Donc je le remercie vivement et également toute la communauté musulmane et continuer également à prier vraiment pour ce pays. Tour à tour, les autorités administratives, coutumières et religieuses ont apprécié cette visite du guide à sa juste valeur. Après la cérémonie de prêche, le guide a fait prêter les 6 serments de l'islam Bayatul Islamia à la population présente. Amba labani bayaye. Ne akila cɛw pɛrɛlen do musow pɛrɛlen do. Layidu wɔɔrɔ. A fɔlɔ n ti fila fara Ala kan. N ti fila fara Ala kan. N ti sonyali kɛ. N ti jɛnɛya kɛ. N ti n den faga. N ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. Ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ala k'a minɛ, Ala ka yafa ma, Ala k'a n'aw dɛmɛ, Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na, Ala kira bonya kama. Salli ala rasul. Amin. Lundi 4 mars 2019, la salle de délibération de la mairie du district de Bamako a servi de cadre pour la tenue de la première réunion du bureau du syndicat mixte intercollectivité. La rencontre était présidée par le maire du district de Bamako, Adama Sangaré. Pour plus de détails, suivons ce reportage d'Abdul Karim Sako, Abdoulaye Sogodogo. La présente rencontre des membres du bureau du SMI fait suite à leur assemblée générale du 31 janvier dernier. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion du SMI, le syndicat mixte intercollectivité de Bamako, première du genre, figure la présentation des membres du bureau, la feuille de route des activités durant l'année en cours, au nombre desquelles l'on peut citer la création de l'agence d'urbanisme de Bamako, une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur la création du SMI et de la dite agence, sans oublier l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds. Après avoir mis en place le syndicat de l'intercollectivité, il fallait nécessairement un instrument de travail. Cet instrument de travail, c'est le secrétariat permanent qui a été mis en place. Donc il fallait que les membres se réunissent, 1, pour se connaître, 2, pour fixer la périodicité des réunions, pour voir l'effectivité des commissions. Il y a un certain nombre, un chronogramme qu'on devait mettre en place afin de prendre contact très rapidement avec l'État, par le biais de l'administration territoriale, avec le Haut Conseil des collectivités territoriales, pour que nous puissions aller très rapidement avec l'élaboration du schéma directeur de Bamako qui est vétiste aujourd'hui. Nous avons constaté que Bamako, intramuros, peut faire rarement de grands projets par le fait que la ville, dans le cadre de l'aménagement, est pratiquement saturée. Donc dans ce cadre-là, tous les grands projets que nous voulons réaliser doivent nécessairement aller au-delà de Bamako. Le Mali étant divisé en plus de 700 collectivités, chaque acte que tu poses se pose dans une commune. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de voir les communes limitrophes de Bamako, faire en sorte que nous puissions ensemble constituer une grande association qui peut aller effectivement chercher des fonds auprès des bailleurs de fonds, qui peut aller vers les populations, qui peut sensibiliser, qui peut éduquer, qui peut informer, afin d'adhérer au projet du Grand Bamako. A noter que le syndicat mixte intercollectivité dont le bureau est composé de 9 membres est un groupement de 32 communes du district de Bamako et ses environs qui vise à conjuguer leurs efforts pour l'amélioration des conditions de vie de leurs populations respectives. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présidé
La cérémonie d'ouverture de l'atelier de partage d'expériences et d'informations entre les parties prenantes. Objectif, lutter contre la mortalité infantile et maternelle au Mali. C'était ce lundi 4 mars au Centre international de conférences de Bamako. Reportage Tata Touré Draman Malé. Et réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans notre pays, tel est l'objectif de cet atelier de partage d'expériences et d'informations entre le Mali et ses partenaires techniques et financiers dans le cadre de la distribution de masse de l'azithromycine dans la région de Caille. Atelier qui se tient au lendemain des assises sur la réforme du système de santé. Et je suis là au Mali comme chercheur, comme expert à la demande de Monsieur le ministre de la Santé. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, c'est vraiment de voir par rapport à la mortalité des enfants. Donc il y a des études qui ont montré dans d'autres pays que l'azithromycine, quand tu le donnes chez les enfants, ça réduit la mortalité. Donc l'idée c'est de voir si on peut avoir la même chose au Mali, surtout par rapport à l'efficacité, pour voir si l'azithromycine pourra réduire justement cette mortalité lors de campagnes de masse, d'administration de masse de médicaments. Ils sont plus d'une cinquantaine de participants venus de différentes préfectures du pays. Pendant 2 jours, les participants seront outillés sur la validation du plan stratégique qui permet de réduire les fléaux. Dans son intervention, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique mettra l'occasion à profit pour souligner l'importance que requiert cet atelier de partage d'expériences et d'informations. Pour moi, c'est ici une traduction évidente et claire que la réforme qui venait d'être lancée la semaine dernière par le président de la République lui-même, clôturée par Monsieur le Premier ministre, est en marche. La réforme est en marche. La fondation Bill et Melinda Gates, comme cela avait été en tout cas une forte promesse. En tout cas, les premiers pays, ça a été démontré une forte réduction. Le traitement a démontré une forte réduction de la mortalité maternelle et infantile, surtout infantile, et surtout chez les enfants de 1 à 5 mois. Et notre pays a eu la chance. Nous allons avoir les 2 programmes. Le programme qui concernera la phase prénatale et pernatale et la phase postnatale. Et cette phase postnatale concernera la maman et aussi l'enfant pendant les vaccinations de routine. Et notre pays a également bénéficié de la phase traitement de masse porte à porte chez les enfants de 0 à 59 mois. Et donc, c'est vraiment un vrai bonheur. Moi, je suis très honoré. Et tous les Maliens sont très honorés pour accueillir ce grand programme qui commencera très bientôt dans notre pays au seul bénéfice encore de la santé maternelle et infantile pour sauver des vies. Signalons que l'azithromycine a déjà fait ses preuves au Niger, au Malawi, au Kenya et en Éthiopie en réduisant de 15% le taux de mortalité infantile. La mairie de Banaba dans la région de Koulikoro a abrité la cérémonie de lancement officielle de la semaine de consultation ophtalmologique gratuite. Elle s'inscrit dans le cadre d'une action humanitaire organisée par les Lions Club et Phoenix Bamako La Ruche en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers l'IOTA. C'était le samedi 2 mars en présence des autorités administratives. Nos envoyés spéciaux, Sadio Sidibé, Draman Malé. Cette action sociale vise à aider les personnes vivant avec la cataracte dans les cercles de Banamba. L'autre objectif recherché à travers cette organisation est de pouvoir répondre aux besoins sanitaires dans les 10 cercles, mais aussi réduire le taux de cécité lié à la cataracte, d'où la satisfaction des notabilités. Je suis satisfait dans la mesure où c'est de telles occasions qui permettront vraiment à la population qui n'ont pas les moyens de venir au niveau de ce CRF, encore moins d'aller à Koulikoro ou Bamako pour se consulter et se procurer des verres, et vraiment de profiter de cette occasion organisée par Lions Club International chez nous. Le Lions Club est une organisation non gouvernementale à caractère humanitaire qui œuvre depuis sa création en 1917
a mené plusieurs actions de bienfaisance. Cette année, elle a distribué 300 paires de lunettes aux personnes qui souffrent de la cataracte et 5000 pommades, soit 5000 consultations gratuites pour un coût total de 139 millions de francs CFA. Cette semaine de consultation ophtalmologique a été initiée par Bamako Phoenix, qui a aussi un club, et Bamako La Ruche, dont je suis la présidente. Et cela va nous permettre de faire 5000 consultations durant toute la semaine et de dénoter les problèmes ophtalmologiques chez les patients. Notre but principal, c'est d'aider les nécessiteux. La directrice de cette structure a salué dans son discours et remercié l'ensemble des partenaires pour leur accompagnement, notamment l'honorable Mahamadou Lamine Ouagué, député élu de Banamba. Votre présence parmi nous a valeur de symbole en ce sens qu'au-delà de l'aide multiforme que vous apportez, cela témoigne de l'intérêt que vous accordez à la cause qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais remercier l'ensemble des officiels ici présents pour avoir bien voulu accepter de leur présence cette cérémonie de lancement. Mes remerciements vont également à l'ensemble des partenaires et sponsors sans lesquels cette œuvre n'allait pas avoir lieu, avec une mention spéciale, et je le dis bien parce que sans l'honorable Mohamed Lamine Ouagué, il nous aurait été très difficile d'être là aujourd'hui. Notons que cette semaine de consultation ophtalmologique gratuite qui a démarré ce lundi 4 mars se poursuivra jusqu'au vendredi 8 mars à Banamba. Par ailleurs, la coupe de la finale de l'honorable Mahamadou Lamine Ouagué s'est jouée au soir du dimanche sur le terrain de foot de Touba dans le cercle de Banamba, dont la valeur s'élève à 150 000 francs CFA. Je remercie la jeunesse qui est venue vers nous pour nous demander de mettre une coupe au nom de la jeunesse de Dougoulonvla, pour quand même que la jeunesse puisse se donner la main et compétir dans les règles de jeu. Le football, ça fait brancher la jeunesse pour beaucoup de choses. Il y avait 16 équipes et en réalité il y avait 9 villages plus 9 équipes de Touba qui se sont donné la main pour compléter cette coupe. Vraiment, on est très content d'avoir toute la population. Vraiment, le football, c'est le fair play. Vraiment, on remercie les organisateurs, les initiateurs de coupe aussi, honorable Lamine Ouagué. Ils ont fait pour approcher toutes les jeunesses de Dougoulonvla. Après les 90 minutes, les deux formations se sont neutralisées par les tirs au but. Le vainqueur empoche la somme de 150 000 francs CFA, suivi de 100 000 francs CFA pour la deuxième et 50 000 francs CFA pour la troisième place. Le réseau des jeunes des pays du G5 Sahel a tenu une conférence le lundi 4 mars à l'hôtel Salam de Bamako. L'objectif vise à faire un plaidoyer sur le recensement des lieux de culte et la régulation des discours religieux. Les travaux étaient présidés par le ministre des Affaires religieuses et du culte. Reportage Abdul Karim Sako, Abdoulaye Sokodogo. L'initiative de cet atelier de 2 jours du réseau des jeunes des pays du G5 Sahel entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de 2017. Le but recherché est la vulgarisation des messages de paix et de lutte contre les discours radicaux et d'extrémisme violent dont la jeunesse est victime. Toutes les religions prônent un intérêt commun pour l'humanité, la tolérance, le respect des droits de l'homme, d'amour et de solidarité pour consolider l'unité nationale et à travailler main dans la main pour lutter contre tout ce qui effrite la paix et la stabilité dans le Sahel à travers les canaux de communication dans ce domaine vital. C'est pourquoi le réseau des jeunes du G5 Sahel a initié cette rencontre en collaboration avec Human Security Collective dans le programme ARC qui a bien voulu croire au réseau du bureau Pays Mali, en ce sens qu'elle offre aux jeunes l'opportunité de s'impliquer dans la recherche de la paix et la sécurité du développement au Sahel. La solution d'abord passe par le dialogue entre les différentes communautés, le dialogue entre les différentes religions pour l'acceptation de l'autre et pour le vivre ensemble, et aussi en impliquant tous les acteurs et de la société civile,
les acteurs du secteur public et les acteurs du secteur privé, et pour qu'ensemble nous pouvions conjuguer nos efforts. Relever les défis de sécurité et de paix passe par combattre d'abord le chômage et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est ainsi que le ministre des Affaires religieuses et du culte n'a pas manqué de déplorer l'absence des États dans la gestion du champ religieux, toute chose qui, selon lui, a favorisé l'appropriation de ces champs par d'autres qui usent de la violence pour s'imposer. Nos États ont été indifférents à la chose religieuse, comme si ça n'ait aucune signification aux yeux de l'administrateur de nos États. Alors donc, puisque nous avons laissé ces champs vides à lui, et donc des idées sont venues, des hommes et des femmes sont venus, des moyens sont venus, la nature a horreur du vide. Et donc c'est cela aujourd'hui le défi. 50 ans durant, vous prenez chacun certainement de nos pays, je ne dis pas les pays à caractère d'État islamique comme la Mauritanie, mais nos États ne peuvent pas désigner un édifice public construit par eux. C'est des édifices construits par des dons. Et donc, réguler ces champs devient aussi difficile. Parce que vous ne pouvez pas réguler en votre vision un secteur en lequel vous n'êtes pas présent dans l'action. Lorsque vous ne formez pas les imams, lorsque vous ne construisez pas les lieux de culte, lorsque vous ne participez pas à la prise en charge des frais y afférents à ces lieux de culte, comment voudrez-vous avoir une action pour réguler ce champ que nos États aujourd'hui ont ce problème? Donc il faudrait que les partenaires comprennent que nous devrions faire abandon du laïcisme pour être dans l'esprit de la laïcité qui n'est autre que la résilience de l'État face à la chose religieuse. Cet atelier régional permettra aux jeunes des pays membres de G5 Sahel de renforcer leurs connaissances sur l'état des lieux en matière de plaidoyer pour la régulation des discours religieux et la démarche stratégique à adopter pour plus d'efficacité. La Maison des Jeunes de Touba, dans le cercle de Banaba, a abrité le 9 février dernier la cérémonie de mise en place du bureau de l'Union des 7 villages. Placée sous les parrainages du sous-préfet de Toubakoro, la cérémonie a mobilisé toutes les sensibilités des 7 villages. Suivons ce commentaire de Moussa Fomba. C'est par la lecture du Saint-Coran qu'a débuté les travaux de la mise en place de ce nouveau bureau composé de 45 membres. Créé officiellement en 2015, cette union regroupant les 7 villages de la commune de Touba est une association à caractère apolitique, non confessionnelle et non ethnique qui a pour but principal le développement de la commune en assurant aux populations les services sociaux de base. On est à Touba, c'est pour mettre les bureaux en place. Les bureaux nationaux, on peut dire les bureaux qui est sur place au niveau de 7 villages pour coordonner tout le travail que l'Union des 7 villages veut effectuer. Selon les membres du bureau, tous sont déterminés à apporter leur pierre à l'édifice, résidant comme ressortissants des 7 villages dont les actes posés à hauteur de plusieurs millions de francs CFA peuvent traduire cette volonté affichée. Nous avons eu déjà à faire des travaux au niveau de la route que nous appelons 28. Ces routes 28 là, il y a beaucoup de villages qui sont autour. Hein? Leur capitale, on peut dire, c'est à Touba. Mais tous ces villages là viennent de ces Touba là. Il y a 150 ans, ces villages là n'existaient pas. Donc c'était des places de ceux qui étaient au niveau de Touba ici qui se déplaçaient pour aller cultiver. Donc par fini, ils sont restés là-bas. Donc tous ceux qui sont autour de ces villages-là, de Touba comme village, ont leur parcelle ici à Touba. Par rapport à notre statut, c'est apolitique. Parmi nous, il peut y avoir des politiciens. Mais celui qui veut faire ses politiques à lui, il enlève notre veste. On peut appeler ça veste. Il enlève, c'est-à-dire notre maillot. Il va jouer sur son terrain politique. À travers ce cadre inclusif, le représentant de l'État a salué l'initiative à sa juste valeur avant d'inviter les membres du bureau à travailler étroitement avec les autres associations déjà existantes dans l'atteinte de leurs objectifs. Je suis vraiment fier, hein, ça me va vraiment tout droit au cœur, parce que quand on voit les objectifs de l'Union
L'union prône l'entente, la cohésion, le travail. Quand on prend le développement, il n'y a pas de développement sans cohésion. Donc, je remercie les initiateurs de cette association. Mais seulement, ce que je peux leur conseiller, comme ils l'ont dit dans leur statut et règlement, l'association est apolitique. Il n'y a pas de considération ethnique ou religieuse. Je leur demande de veiller à ça, surtout à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui échouent à cause de ça. Notons que si tous venaient à emboîter le pas de 7 villages de la commune de Touba, cela contribuerait sans nul doute à asseoir une paix durable entre les fils et filles du pays dont le Mali en a tant besoin. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale, en bref et en images, commenté par Amadou Diara. En Algérie, les manifestations ne faiblissent pas contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Au lendemain du dépôt de dossier de sa candidature, les opposants restent mobilisés et amplifient leur mouvement de contestation. Ce lundi 4 mars, des étudiants ont de nouveau battu le pavé dans différentes villes du pays. Les partis d'opposition se sont également exprimés et ils demandent que soit déclarée la vacance du pouvoir, ainsi qu'un report des élections. Ali Benfis, l'ancien chef de gouvernement, ainsi que le chef de file du plus grand parti islamiste du pays et d'autres personnalités d'opposition ont demandé l'application de l'article 102 de la Constitution algérienne. Au Nigeria, le président réélu Muhammadu Buhari avait prévenu que d'énormes sanctions seraient infligées à tous ceux qui entacheraient le scrutin de fraude. Menace mise à exécution aujourd'hui. Plus de 300 personnes suspectées d'avoir commis des infractions liées aux élections présidentielles et législatives du 23 février dernier ont été arrêtées selon la police nationale. Au total, 323 délinquants ont été arrêtés pour diverses infractions électorales et divers crimes à travers le pays, a déclaré lundi dans un communiqué l'inspecteur général de la police, Mohamed Adamou. Au Libéria, le fils de l'ancienne présidente de la République, Ellen Johnson Sirleaf, inculpé pour utilisation abusive de fonds publics. La nouvelle est finalement tombée après plusieurs investigations. La police libérienne a formellement inculpé Charles Sirleaf, ancien directeur adjoint de la Banque centrale, ainsi que d'autres responsables de l'institution monétaire, de plusieurs chefs d'accusation, dont le sabotage économique, l'utilisation abusive de fonds publics ou encore la conspiration criminelle. Les États-Unis d'Amérique souhaitent désormais mettre fin à des accords commerciaux préférentiels avec l'Inde et la Turquie car ces deux puissances ne respectent plus les critères leur permettant de bénéficier de ce programme, a annoncé le gouvernement américain ce lundi 4 mars. À la demande du président Donald Trump, le représentant américain au commerce a annoncé que les États-Unis comptaient retirer l'Inde et la Turquie de la liste des pays bénéficiant du SGP, c'est-à-dire le système généralisé de préférence, un programme qui permet à des pays en développement de faire entrer sur le sol américain certains produits sans barrière douanière s'ils respectent des critères établis par les États-Unis. Et enfin, cette bonne nouvelle, une lueur d'espoir apparaît pour les personnes atteintes du virus du VIH. Un homme a été totalement guéri du sida selon des informations données par une équipe médicale londonienne en Grande-Bretagne. C'est la deuxième personne au monde à se remettre de la pathologie après l'américain Timothy Brown en 2007. Jusque-là, tout le monde s'accordait à dire que le sida était incurable. Hypothèse balayée d'un revers de la main avec ce deuxième patient habitant de Londres. Le personnel médical, avec à sa tête le professeur et biologiste spécialiste du VIH, Dr Gupta, s'est félicité de cet exploit avant de présenter le rapport de son travail ce mardi 5 mars dans la revue scientifique Nature. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite des programmes sur Chérif la télévision et à très bientôt.